sommaire de cette édition, course à la présidence au Mali. 2 ressortissants maliens, fonctionnaires internationaux, entrent formellement en lice. Nouvelle protestation en Tunisie. Le Premier ministre Youssef Chahed a condamné ce mercredi les actes de vandalisme. Et puis en Côte d'Ivoire, le camp d'une unité d'élite de la police et de la gendarmerie à Bouaké, épicentre des mutineries de soldats ivoiriens en 2017, a été attaqué et vandalisé par des soldats ivoiriens. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Au Tchad, les autorités reconsidèrent leur décision de réduire les salaires des fonctionnaires. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre et les responsables des organisations syndicales. Pour rappel, dans le but de faire des économies afin d'avoir une caution pour des engagements avec le Fonds monétaire international, le gouvernement voulait une réduction de salaire allant de 5 à 45%. Proposition que les travailleurs ont catégoriquement rejetée. Je le disais en titre, 2 ressortissants maliens, fonctionnaires internationaux, entrent formellement en lice pour briguer la magistrature suprême au Mali. Il s'agit de Modibo Koné, ancien de la Banque Ouest Africaine de Développement, et Amadou Touré, ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Les détails. Les 2 nouveaux candidats à la présidentielle malienne de cette année sont ingénieurs de formation. Ingénieur financier pour le banquier Modibo Koné, ingénieur en télécommunications pour Amadou Touré. Autre point commun, ils ont également travaillé dans de prestigieuses institutions. Modibo Koné, 57 ans, est un ancien fonctionnaire de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, alors que Amadou Touré, 65 ans, fut le patron de l'Union internationale des télécommunications, IUT. Ce dernier, proche du président rwandais Paul Kagame, est actuellement à la tête de Smart Africa, un projet africain d'interconnexion impliquant 11 pays. S'ils sont candidats à l'élection présidentielle malienne de cette année, c'est pour, disent-ils, participer à la reconstruction du Mali. Pêle-mêle, ils dénoncent la mauvaise gouvernance, le manque de vision des autorités. Notre pays a des ressources, il faut savoir les utiliser, explique l'un, alors que le second évoque l'agriculture comme base du développement du pays. Les 2 candidats se disent très préoccupés par la situation dans le centre et dans le nord du Mali. Une élection se gagne sur le terrain. Modibo Koné et Amadou Touré le savent très bien. Ils n'ont pas attendu l'ouverture de la campagne pour aller à la rencontre des militants. Le premier se trouve à Sikasso au sud, le second dans la région de Mopti au centre, avec de nombreux clubs de soutien. En Tunisie, de nouveaux heurts ont éclaté ce mercredi soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes du pays. Cette nouvelle manifestation intervient au 3e jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité. La hausse des prix et un budget d'austérité entré en vigueur le 1er janvier, prévoyant des hausses d'impôts, sont à l'origine depuis une semaine de soulèvements en Tunisie. Mais la contestation a dégénéré en émeutes qui se sont propagées dans le pays dans la nuit de lundi à mardi. Des heurts ont été enregistrés après la mort d'un homme durant une manifestation à Tebourba. Mardi soir, un supermarché de la banlieue sud de Tunis a été pillé. Hier, il y a eu une incursion dans notre magasin à Yasminette. Certaines machines ont été vandalisées à l'instar des caisses et certaines marchandises ont été volées. Les forces de l'ordre sont intervenues 10 minutes plus tard, ce qui nous a permis de maîtriser la situation. 49 policiers ont été blessés lors des échauffourées à travers le pays dans la nuit de mardi à mercredi et 206 personnes impliquées dans les troubles ont été arrêtées. Après plusieurs années de marasme économique et d'embauche massive dans la fonction publique, la Tunisie est confrontée à d'importantes difficultés financières. Et lors d'une visite ce mercredi à El Batan, près de Tebourba, le Premier ministre tunisien a condamné les actes de vandalisme. Selon lui, ces actes servent les intérêts des réseaux de corruption pour affaiblir l'État. On le suit.
Nous aimerions envoyer un message à ces personnes qui protestent pacifiquement. Peu importe ce que le gouvernement entreprend, sa priorité absolue, même lors de décisions difficiles, est d'améliorer les conditions économiques et sociales des gens et de leur redonner confiance dans leur pays, la Tunisie et ses institutions, pour leur donner l'espoir que la Tunisie s'améliore et avoir un dialogue ouvert avec eux sur leurs revendications. Chaque fois qu'il y a des frictions sociales en Tunisie, les vandales se manifestent. Ils commencent à détruire des choses et à recruter de jeunes enfants. Ils ne servent pas les intérêts de la Tunisie. Ils ne servent pas la Tunisie. Soyons clairs, qui servent-ils ? Ils servent les intérêts des réseaux de corruption. Ils servent des personnes corrompues que nous avons arrêtées. Ils servent les réseaux de contrebande que la guerre contre la corruption a frappés. Et ils servent à affaiblir l'État. Le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des secousses. Le camp d'une unité d'élite de la police et de la gendarmerie à Bouaké a été attaqué et vandalisé par des soldats ivoiriens. Reportage. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, épicentre des mutineries de soldats ivoiriens en 2017, qu'a été fait le constat. Les hostilités ont commencé par des coups de feu qui se faisaient entendre mardi en début de soirée. Il en a été de même pendant une bonne partie de la nuit aux abords du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. C'est alors que des hommes armés provenant d'autres unités ont investi le camp, détruit des bureaux et incendié 4 véhicules. Les hommes du CCDO qui avaient évacué le camp dans la nuit y ont repris le contrôle mercredi. Une partie des militaires présents à Bouaké demande désormais le départ du CCDO et notamment de son chef, selon une source militaire. Depuis une semaine, des tirs éclatent pratiquement tous les jours à Bouaké où un soldat a été tué lors d'un échange de coups de feu entre militaires. Selon une source militaire, il s'agissait de différents personnels entre membres de corps différents. Le dit différent a dégénéré en bataille entre les unités qui s'affrontent sporadiquement depuis le 4 janvier. Une décennie de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Mais cette réalité n'émousse en rien les stratégies de développement. 3 000 milliards de francs CFA seront investis dans le tourisme. L'objectif est de faire décoller ce secteur sous-développé dans ce pays. C'est un fonds souverain qui servira à réaliser ce projet de relance touristique. La Côte d'Ivoire veut en effet être la 5e destination africaine et faire du tourisme le 3e pôle d'activité du pays. À ce jour, le secteur du tourisme qui génère 120 000 emplois directs ne pèse que 5,5% du PIB de 36 milliards de dollars de la Côte d'Ivoire. Le pays espère doubler la valeur absolue du secteur d'ici à 2020. Pendant longtemps, les investisseurs et les touristes ont déserté la Côte d'Ivoire en raison de la crise politico-militaire. S'étant stabilisée depuis 2011, elle est redevenue un leader régional avec une croissance importante et des indicateurs économiques au vert. Mais il n'est pas à perdre de vue que le pays souffre d'une faible capacité hôtelière pour le tourisme d'affaires ainsi que le tourisme de loisirs ou balnéaire. Aujourd'hui, le pays projette de construire de nouveaux hôtels sur la côte et à l'intérieur du pays. Plusieurs parcs animaliers, aquatiques et d'attractions, une marina à Abidjan. Elle veut mettre en place une filière de villas ivoire, relais paillotes, sur le modèle des maisons d'hôtes en Europe. Un des axes de travail du gouvernement sera de tenter de faire baisser le prix des billets d'avion vers l'Afrique et en Afrique. Ce journal se poursuit. Ils étaient 275 professionnels de la santé à recevoir à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala leur parchemin de fin de formation. Une cérémonie présidée par le professeur Jacques Famé-Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur, assisté du ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Reportage Narcisse Oum.
Après 7 années d'études, et un peu plus pour certains, 275 lauréats issus de la 5e promotion des médecins généralistes, de la 4e promotion des docteurs en pharmacie et des masters dans les domaines pointus de biologie clinique, ethnopharmacologie et de la botanique appliquée. Issus de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala, située à Lobissou dans le 3e arrondissement, ont reçu leur diplôme de fin de formation. Oui, enfin médecin, docteur en médecine, je suis très émue. Je manque de mots, vraiment, rien que de l'émotion. Sentiment de joie, de bonheur, de fierté, on ne saurait le décrire, c'est les émotions qui nous projettent maintenant en ce moment par des simples justes mots en français. Vraiment. La cérémonie présidée par le professeur Famé Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, a assisté du ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Ces lauréats 2017, en effet, vont devoir faire face à de nouveaux défis aussi complexes les uns que les autres. Bon, je suis très contente d'avoir enfin fini et d'avoir le diplôme. Maintenant, on cherche le travail. Cela a été aussi l'occasion de donner quelques chiffres sur la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala depuis son ouverture en 2013. Soit 501 médecins, 226 pharmaciens, près de 150 maîtres en sciences biologiques et ethnopharmacologie ont déjà été formés. Pour finir cette édition, hors du continent africain, le vol MH370 fait de nouveau parler de lui 4 ans après sa disparition. En effet, la Malaisie a officiellement signé un accord ce mercredi avec une société privée américaine. Cette dernière va reprendre les recherches de l'avion de Malaysian Airlines. La mystérieuse disparition du vol MH370 de Malaysian Airlines, avec 239 personnes à son bord, suscite toujours de la curiosité. Pour rappel, le Boeing 757 s'était volatilisé le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Aucune trace de l'appareil n'a été trouvée dans la zone de recherche de 120 000 km² explorée, sur la base d'analyse satellite de la trajectoire possible de l'appareil. Les recherches maritimes les plus importantes de l'histoire avaient été suspendues en janvier 2017. Entre-temps, une vingtaine de débris découverts sur le littoral de l'océan Indien au large de l'Afrique de l'Est ont été identifiés et les autorités ont affirmé qu'ils provenaient probablement ou certainement de l'appareil. Mais ces découvertes n'ont pas permis de résoudre le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Nos pensées et nos prières vont et seront toujours avec les familles et les proches des passagers du M370 et nous sommes à vos côtés dans ces moments difficiles. Nous espérons pouvoir trouver des réponses et tourner la page. Et j'espère trouver des réponses que nous cherchons depuis presque 4 ans et tourner la page de cet incident malheureux. Et c'est justement en quête de ces réponses que Ocean Infinity, société spécialisée dans la recherche sous-marine, devrait entamer ses opérations à la mi-janvier avec un bateau équipé de haute technologie. Les recherches se feront dans une nouvelle zone dans le sud de l'océan Indien. Cette société percevra jusqu'à 110 millions de dollars si les recherches sont fructueuses. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.